Bonjour, bienvenue dans ma présentation pour le projet final du cours de photographie algorithmie. Mon projet, c'est la synthèse de textures. Ce projet est en fait tiré des années précédentes du cours de photographie algorithmie, où ce qui devait l'effectuer en tant que TP. Et ben moi, c'est mon projet final. Euh, la synthèse des textures, en fait, c'est une méthode qui permet en fait de prendre une image de base qui est une texture, qui est d'une taille assez limitée, donc de petite taille, et en fait de générer une image qui va être de plus grande taille de cette même texture-là. Il y a plusieurs méthodes employées pour y arriver. Il y a des méthodes plus simples comme plus compliquées qui permettent de faire des résultats beaucoup plus satisfaisants. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à faire cette extrapolation d'une texture particulière, il y a le transfert de texture qui, en fait, inspiré de la méthode avec la recherche de joint, qui, elle, permet en fait de prendre deux images et de comme combiner la texture d'une image avec la forme générale de la seconde image. Et dans le fond, ben, c'est ça. Bon, premièrement, la méthode avec blocs sélectionnés aléatoirement. Ça, c'est la méthode vraiment la plus simple et qui produit souvent en fait le résultat les moins satisfaisants. Donc, c'est pas compliqué en fait. Il y a deux paramètres qui sont souvent contrôlés par cette méthode-là. C'est va être simplement la taille de l'image de sortie. Donc, ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Et la taille des patchs. Donc, la taille des patchs, c'est quoi? C'est les carrés qu'on peut voir sur l'image de sortie. En quelque sorte, là, on dit les carrés qu'on peut voir sur l'image de sortie, parce que sur cette méthode-là, c'est vraiment la méthode la plus simple, parce qu'on va effectivement voir les carrés, puisque tout ce qu'on fait, en fait, c'est prendre l'image de base, qui est en fait la texture, comme on peut voir dans un petit carré, comme en mettant en haut à gauche. Cette texture-là, de base, l'image de base, en fait, c'est un carré juste un peu plus grand, qui représente cette texture-là. Et tout ce qu'on fait, en fait, c'est prendre un carré et qu'on peut faire bouger aléatoirement là-dedans. Et ensuite, ben, tout ce qu'on fait, on prend ces carrés-là et on vient les coller un à côté de l'autre pour former, ben, en fait, former la taille finale de notre image composée qui représente notre texture totale. Cette méthode-là, comme on peut voir, ça donne pas des résultats vraiment satisfaisants. Mettons qu'on part de la brique. Bon, la brique, c'est quand même un résultat correct, en fait, puisque c'est des formes assez géométriques, donc des patterns qui se répètent. Ça se voit moins bien, mais on voit quand même les lignes, les démarcations des frontières entre chaque bloc utilisé pour faire la forme finale. En fait, on peut bien l'observer sur le blanc en bas. En fait, je pense que c'est comme un peu du fromage, on dirait, ou je sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais on voit effectivement que, bon, en fait, ça donne un résultat qui est tout à fait dégueulasse. Et ensuite, pour le texte, ben, c'est la même chose. On voit que le texte, en fait, il n'est même pas aligné sur les lignes. On voit à la verticale, à l'horizontale, on voit quand même les carrés assez marqués. Ensuite, ben, on peut faire la même chose sur les cheveux. Les cheveux, ben, il n'y a pas une personne qui a des cheveux comme ça. La roche, c'est un peu comme la brique. On discerne un peu moins bien les carrés, mais on voit tout de même les carrés. En ce qui concerne la seconde méthode avec les blocs sélectionnés sur une contrainte de chevauchement, on va avoir trois paramètres qu'on peut modifier. Ça va être encore la taille de sortie, la taille des patchs et l'overlap. Donc d'abord pour cette méthode-là, on va devoir choisir le premier carré. Le premier carré, ça va être encore de façon aléatoire comme la première méthode. Et ensuite, les seconds carrés seront décidés selon un bout de texture dans l'échantillon qui vont devoir avoir une erreur de chevauchement minimale avec les blocs adjacents. Avec ces blocs-là, on va y attribuer un score et donc on va choisir parmi ces blocs-là celui qui a le score minimum pour venir le placer. Et on va itérer jusqu'à temps qu'on a rempli notre texture finale. Ce overlap-là, dans le fond, ce qu'on va calculer l'erreur, ça va être sur l'overlap. Et cet overlap-là est souvent de 1/6 du patch, de la taille de notre patch. C'est ce qui est proposé par Efros et Freeman dans leur article. Et donc ensuite, ben, on est en mesure d'obtenir des résultats beaucoup plus satisfaisants. Donc voici les résultats qu'on obtient. Euh, donc on a sur la brique, encore une fois, la brique, on commence beaucoup moins à voir les démarcations entre les différents blocs qui forment notre forme finale. En ce qui a trait avec notre fromage, on discerne encore les carrés, mais on a quand même une nette amélioration avec la méthode aléatoire. Ensuite, le texte, eh bien, le texte, on voit qu'en fait, maintenant, on n'a plus. Le texte est vraiment sur des lignes qui sont horizontales, sont vraiment plus uniformes.
Bon, on voit que dans les cheveux, eh bien, le résultat n'est pas encore satisfaisant. On va tout de même les carrés. Il y a certains carrés qui semblent s'en venir vers la solution finale. Donc, dans le haut, on est quand même satisfaisant. Dans le milieu, c'est là que ça devient plus difficile, où on rentre beaucoup plus en contact avec différentes textures en lien avec les autres carrés précédents. Et donc, pour les cailloux, ben, on voit que, dans le fond, on voit presque plus de démarcation entre les différents carrés. Certaines lignes restent encore visibles. Et bien, pour résoudre ce problème-là, on va passer à la méthode suivante. Et maintenant, la dernière méthode, c'est la méthode avec la recherche de joints. Cette méthode-là, ça va être vraiment elle qui va nous donner les meilleurs résultats pour nos textures finales. Dans le fond, cette méthode-là va avoir un peu la même approche que la méthode précédente, sauf que cette fois-ci, à la frontière, on va venir calculer le coût du chemin minimum. Donc, on va utiliser un algorithme du type de Dijkstra ou même un algorithme dynamique. C'est les deux approches proposées par Effros et Freeman dans leur article. Donc, comme on peut voir, on fait encore le calcul de la somme des différences au carré, mais cette fois-ci, on va venir en sortir le chemin minimum entre deux carrés pour finalement garder seulement les pixels du carré, soit de gauche ou de droite, qui représente une erreur minimale. Pour les résultats, on peut voir que nos résultats sont vraiment mieux que les deux méthodes précédentes. Donc la brique, on ne voit plus les démarcations entre les différentes patchs qui composent notre texture finale. Pour le texte également, on voit que autant que la dernière méthode permettait de plus discerner les barres verticales entre chaque carré, maintenant ben, on a en plus beaucoup plus un texte où on a l'impression que les mots sont moins répétés. Et pour le fromage, on voit quand même un peu les carrés, mais ceci, je pense que ça peut s'expliquer du fait que la texture de base était vraiment de faible qualité. Et j'ai remarqué que quand on utilisait une image de faible qualité, de trop faible qualité, on venait à un point où il était difficile de prendre une taille de patch assez grande qui permettait d'avoir une moins grande répétition dans la texture finale. Et donc, ça faisait des résultats moins bien qu'escomptés. Et vraiment, le meilleur résultat, selon moi, c'est les cheveux. Donc, on peut voir que maintenant, les cheveux, ils semblent être quasiment de vrais cheveux. Il y a une certaine marque qu'on peut voir, mettons, dans le haut, mais si on regarde vite fait, on a l'impression que c'est quand même continu. Et la roche, ben maintenant, on dirait vraiment que c'est un sol de roche qui a été pris en photo. C'est beaucoup plus dur de repérer une ligne dans cette texture-là. Donc, on peut voir la comparaison. Donc, comme je disais, c'est que la plus grande différence, c'était clairement sur les cheveux, ce qu'on peut voir que bon, il y a une nette amélioration entre chaque méthode. Et donc, en contraste, j'ai mis les briques pour montrer que bon, il y a une différence, mais c'est beaucoup plus futile comparativement à, mettons, des textures qui sont qui ont moins de répétition dans leur texture. Et finalement, le transfert de texture. Le transfert de texture, c'est vraiment la même approche que la méthode de recherche de joint, sauf que là, on va rajouter une recherche d'erreur minimale avec l'image cible. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on pour chaque bloc dans la texture finale, on trouve des bouts de texture dans l'échantillon qui ont une erreur de chevauchement minimale avec les blocs adjacents et une erreur minimale par rapport à l'image de référence. On attribue un score à chaque bout de texture potentiel. On choisit aléatoirement un bloc qui respecte un certain seuil maximal de tolérance par rapport au score minimal qu'on s'est fixé dans la fonction. On calcule le coût du chemin minimal avec Dijkstra ou de façon dynamique. Puis on trouve le masque binaire qui va nous permettre de faire la coupure entre la texture et l'image cible. Puis on répète jusqu'à temps qu'on ait rempli dans le fond l'image finale. On a quelques résultats ici. Donc comme je disais, on est rendu au résultat. Les résultats qu'on obtient avec cette technique-là, c'est vraiment intéressant. Ça nous permet de faire des trucs très artistiques. Donc ici, on a les deux images qui étaient fournies par les TP précédents. Donc on a comme un mélange d'un dessin fait par un artiste quelconque avec le visage de quelqu'un. Et quand on combine les deux, on obtient le visage comme qui emploie la technique de l'artiste et qu'on reconnaît le visage de la personne. Donc ici, moi j'ai pris une photo d'une peinture de Van Gogh qui va être notre texture dans notre cas ici, et un village quelconque, probablement en Suède ou en Norvège quelque part comme ça. Et quand on combine les deux, eh bien on voit que
on est capable de discerner certains motifs, mais ça devient beaucoup plus dur de peut-être discerner le reste de la ville. Le problème avec ces techniques-là, c'était il y avait deux approches proposées par Freeman et le second écrivain de l'article. Il proposait de faire une méthode itérative. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de l'implémenter. Cette méthode-là permettait d'obtenir des résultats qui seraient beaucoup plus proches de quoi de satisfaisant. Dans ce cas-ci, c'était beaucoup difficile d'obtenir un résultat satisfaisant avec des images de grande taille parce que, bon, j'étais limité avec mon ordinateur qui en fait prenait beaucoup de temps pour faire le rendu. Et donc, on pouvait comme modifier plusieurs paramètres. Il y avait le paramètre de la taille des patchs qui venait vraiment impacter significativement le temps de rendu. Et aussi le alpha qui venait changer assez drastiquement les résultats qu'on pouvait obtenir. Et donc, on va voir ici d'autres. Donc, voici d'autres résultats. Un avec Obama et une sorte de fabrication quelconque. On voit qu'on discerne assez bien Obama et encore Van Gogh et le Golden Bridge qui nous donne, bon, on discerne bien là, le Golden Bridge, mais par contre le ciel, c'est plus jaune. En tout cas, on a des résultats qui sont quand même cool. Et donc, c'est ça, comme je disais, sur le alpha, quand on venait changer le alpha, ça venait quand même assez impacter beaucoup notre résultat final. Donc, on voit qu'il est presque plus discernable quand on obtenait un alpha haut. En fait, ce qui était remarqué, c'est que plus notre alpha était bas, plus on se rapprochait de notre image cible, donc de notre visage ou du paysage qu'on cherchait à implémenter dans notre texte.